RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble en direct pendant 55 minutes pour interviewer notre invité du jour sans se raconter d'histoire. Notre invité, c'est Christopher Varin, maire de Varangéville, conseiller départemental, LR, président du groupe d'opposition centre et droite au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, un groupe qui rassemble 16 élus sur 44 conseillers départementaux. 46. Bonjour Christophe Varin. Bonjour Philippe Rivet. J'en avais oublié deux là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Eh bien, nous allons d'abord vérifier si la vie politique se déroule comme vous le souhaitez, si votre engagement est couronné de succès ou au contraire teinté de frustration. Bref, si vous faites partie des élus locaux qui ont envie de raccrocher les gants aux prochaines municipales, ou si vous êtes décidé à continuer, je vous demanderai si, pour vous, la politique locale, c'est encore une aventure collective, enthousiasmante, ou un parcours d'usure, pour reprendre le titre d'une étude de la Fondation Jean Jaurès, parue voici quelques jours. Mais avant de vous laisser le temps de répondre à ces questions, comme de tradition dans l'émission, j'avais brossé rapidement votre portrait, pour nos auditrices et auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez 38 ans, vous êtes lorrain d'origine, vous avez passé votre bac au lycée Varocco à Tomblaine, vous êtes diplômé de la faculté de droit de Nancy, master en sciences politiques. On peut dire que vous faites encore partie des jeunes pousses de la politique. Vous avez tout l'avenir devant vous. Et pourtant, vous n'êtes plus tout à fait un perdreau de l'année, si vous me permettez l'expression, puisque voilà déjà 10 ans que vous siégez au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous étiez alors le Benjamin de l'Assemblée. Un an plus tôt, vous conduisiez une liste au municipal à Varangéville, vieux bastion ouvrier et communiste s'il en était, et vous ratez la victoire de 61 voix. Un peu rageant quand même. 6 ans plus tard, dans les conditions dont on se souvient, premier tour en mars juste avant le confinement, second tour en juin, vous l'emportez. Vous êtes aussi aujourd'hui vice-président à l'environnement et à la transition énergétique de la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois. À l'issue de vos études, vous avez travaillé dans les domaines de l'immobilier et du patrimoine, mais vous allez bifurquer très vite vers le politique. Vers la politique comme chargé de mission au cabinet de Laurent Hénard à la mairie de Nancy, puis comme attaché parlementaire du sénateur Philippe Nachbar. Comme passion extra-professionnelle, vous indiquez sur votre CV être un passionné et même un formateur en karaté. Les arts martiaux donnent une discipline, une force, une habileté qui peuvent aussi servir en politique. J'allais commettre le même oubli que vous sur votre CV. Vous êtes adhérent des Républicains, mais ça vous ne l'avez pas mentionné, que vous aviez quitté brièvement au moment où Éric Ciotti, alors président des LR, envisageait une alliance aux législatives avec le RN. Lui a sauté le pas, pas vous. Puis vous reprenez votre carte. Vous êtes un soutien de Bruno Retailleau dans la bataille à la présidence de votre parti, dont le congrès est prévu mi-mai, c'est demain, dans 2 semaines, on va dire. Et vous êtes aussi engagé auprès de David Lisnard, le maire de Cannes, mais qui est président aussi de l'AMF. L'AMF, c'est l'Association des maires de France. David Lisnard, qui est aussi à la tête de Nouvelle Énergie, est candidat déclaré à l'élection présidentielle. Un commentaire, Christopher Varin, j'ai oublié quelque chose Non, vous n'avez rien oublié, vous avez bien synthétisé mon parcours. Et donc, effectivement, vous revenez sur l'épisode d'Éric Ciotti. J'avais été scandalisé par la méthode utilisée, puisque cette personne a fait ce choix de son côté sans consulter les instances du parti, engageant les militants et les élus locaux dans cette démarche. Et donc, j'avais clairement voulu montrer ma différence en disant que notre famille politique ne méritait pas d'être piétinée de la sorte. Comme l'immense majorité des politiques, vous avez rendu hommage lundi au pape François. Merci pour tout, avez-vous écrit sur Facebook. Juste une question pour vous taquiner. Est-ce le rôle d'un politique dans une république laïque ou une obligation pour un pays dit la fille aînée de l'Église avec lequel le pape François entretenait pourtant des relations pour le moins tendues, vivant mal cette forme d'arrogance souvent prêtée à la France ?
Alors, moi, je respecte beaucoup le personnage du pape parce qu'il a été disruptif pour l'Église et disruptif de manière globale dans son parcours. Il a beaucoup parlé d'ouverture, beaucoup parlé d'humanité. Il a été à l'écoute des populations les plus dans le besoin sur la planète. Et donc, je considère que le parcours de ce pape devrait inspirer beaucoup de personnages politiques, notamment de la classe politique nationale, parce qu'on a l'impression depuis plusieurs dizaines d'années que ces personnages politiques sont enfermés dans des réflexes qui ont tendance à se répéter et qui ont tendance à systématiquement décevoir les électeurs. Et donc, ce que j'ai remercié en disant merci pour tout au pape François, c'est cette capacité à dire je suis à la tête de quelque chose qui représente la tradition, l'histoire et la continuité, mais nous sommes capables d'être modernes sans renier nos valeurs. Donc, ce pape qui était justement ouvert aux migrants, qui portait beaucoup d'attention aux migrants, puisque une de ses premières sorties, c'était à Lampedusa, c'est quand même symbolique, mais c'est aussi le pape qui condamne l'avortement ou le projet de loi en discussion au Parlement actuellement sur la fin de vie. Alors, effectivement, j'ai des désaccords avec l'homme également sur certaines de ses positions qui ne reprennent pas ce que je défends politiquement. Et donc, il y a certains points de désaccord sur lesquels, si j'avais eu la chance d'échanger avec lui, il aurait peut-être pu me faire changer d'avis, ou peut-être pas, mais la conversation aurait été très riche. Sur le projet de loi, la fin de vie, là, quelle est votre position là-dessus ? Alors moi, j'ai été touché très personnellement par cette thématique puisque ma grand-mère, qui est décédée en 2012, a terminé sa vie après plusieurs AVC et plusieurs événements de santé, alité, invalide. Et donc, je me rappelle que les week-ends, lorsqu'on venait la voir, qu'on lui demandait si elle allait bien, elle nous disait non et j'ai envie que ça se finisse. Et donc, lorsque vous êtes adolescent ou à la fin de l'adolescence et que votre grand-mère tient ce genre de propos, vous vous posez fatalement cette question. Puisque 13 ans, être aidé pendant 13 ans et finir sa vie de cette manière m'a beaucoup touché, m'a beaucoup poussé à réfléchir. Et donc, il est vrai que ce sujet peut soulever beaucoup de choses dans les cœurs des gens, de l'opposition ou de l'adhésion en fonction de ce que chacun a ressenti. Et donc, ma position à moi sur le sujet, c'est que pour le moment, c'est encore trop personnel pour être traité de manière générale par une loi. Et donc, je pense que le débat devrait permettre de prendre en considération les parcours de chacun et respecter les choix de chacun. Et donc, si cette loi doit reprendre l'esprit de ce que je pense sur le sujet, c'est de donner éventuellement la possibilité, mais encore faut-il savoir comment on y arrive, de faire ce choix de la fin de vie, mais aussi de prendre en considération que d'autres ne sont pas d'accord avec ça, que peut-être que certains peuvent être, on parlait du pape tout à l'heure, touchés par un miracle alors qu'ils pensaient que tout était fini. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont à mettre sur la table. Et donc, pour le moment, je n'ai pas d'avis tranché sur la fin de vie, parce que j'ai été touché trop personnellement pour pouvoir être objectif et avoir une position générale sur le sujet. Venons-en à votre engagement politique d'élu local, alors que 40% des maires envisagent de ne pas se représenter. Mais j'allais dire, c'est à chaque fois la même ritournelle au moment des municipales. On dit toujours qu'il va y avoir une crise des maires, qu'il n'y aura pas assez de maires. C'est quand même assez... Finalement, au final, toutes les communes sont dirigées par un maire au lendemain des municipales. On va voir sur les élections municipales de 2026, parce que dans les territoires, il y a quand même beaucoup de maires qui ont été élus pour la première fois en 2020 qui ne rempliront pas, parce que, notamment dans les communes rurales, parce qu'en fait, c'est devenu un parcours du combattant d'être maire au quotidien, notamment dans les communes rurales où ces maires n'ont pas la chance d'avoir des services pour mettre en œuvre les politiques publiques. Généralement, le maire fait tout.
dans les communes rurales. Et donc, on va voir qui sera sur la ligne de départ en 2026 et s'il en manquera. J'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais c'est vrai que sur ce mandat, on a été particulièrement secoué. Dès le début, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai été élu le 15 mars 2020. Le 17, le confinement était lancé et donc les maires qui ont été installés dans leurs fonctions en 2020 n'ont pas pu exercer tout de suite leur mandat puisque du coup il a fallu attendre le 23 mai pour que les premières équipes puissent être mises en place. Et donc, on a été largement impacté par le Covid, par le changement des habitudes, par l'épidémie de Covid. J'ai personnellement été impacté par le Covid. Et derrière, une fois que la crise sanitaire est passée, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la crise de l'énergie, on a eu la crise de l'inflation, on a dû faire des choix courageux en matière d'économie sur les dépenses communales. Et puis, par-dessus le marché, on a les gouvernements qui, face à l'endettement national, ont prétendu que c'était les collectivités territoriales qui étaient responsables d'une partie de cette dette. Et absolument, j'allais le dire, et vous me retirez l'expression de la bouche, le gouvernement est venu faire les poches des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez l'impression, en même temps qu'il est venu vous faire les poches, d'être moins écouté, moins respecté par l'État et leurs représentants ? Ou pas ? Est-ce que vous sentez une évolution là-dessus ? Il y a eu une évolution parce que l'effort qui nous était demandé initialement était beaucoup plus important que ce qui a effectivement été demandé. Néanmoins, moi je tiens quand même à rappeler que dans la dette publique nationale, la dette des collectivités territoriales, c'est 7%. Donc il reste 93% d'efforts à faire pour l'État, pour ses agences, pour un certain nombre de dépenses qui ne me paraissent pas essentielles. Et je pense que le gouvernement devrait avoir le courage de demander les efforts qu'il demande aux collectivités territoriales à son propre niveau. Donc, par exemple, là, très concrètement, là, vous seriez à la tête de l'État, vous feriez une croix sur quelles dépenses ? Alors c'est très facile aujourd'hui de pointer du doigt les uns et les autres, mais par exemple, il y a des autorités administratives indépendantes qui s'enchaînent et qui représentent un certain nombre de dépenses, mais il y a aussi un certain nombre... C'est pas celle qui coûte le plus cher, il y a eu des comptes qui ont été faits, bon... Oui. Les petits rues font les grandes rivières, mais c'est pas elle qui coûte le plus cher. Oui, mais quand on demande des efforts, il faut en demander à tout le monde. Oui. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a, je crois, une lettre du Premier ministre aujourd'hui aux grandes administrations d'État qui note que dans une période où on était aux alentours de 2 ou 3% d'inflation, la masse salariale de l'État, de la fonction publique d'État, 2 500 000 personnes, 44% de la fonction publique, ont augmenté de 6,5%. Donc à un moment donné, quand on est maire et qu'on veut maîtriser sa masse salariale pour ne pas hypothéquer nos capacités d'investissement, on fait attention aux ressources humaines. On ne développe pas le nombre d'agents ou la masse salariale sans considérer le besoin. C'est là que vous ne rentrez pas dans le... Non, lui, là, où c'est qu'il faut tailler, là, si... je viens de vous donner... Où c'est qu'il faut passer la tronçonneuse version argentine, là, ou Musk, je ne fais pas partie des utilisateurs de tronçonneuses, mais il faut gouverner et prendre des décisions courageuses. Et quand on demande aux collectivités territoriales de faire plus de 7 milliards d'euros d'efforts, pendant que l'administration d'État a une évolution de sa masse salariale de 6,5%, je crois qu'à peu de choses près, c'est 107 ou 110 milliards d'euros par an. Ça ne représente pas rien. Dans la masse salariale, il y a pour une bonne part les enseignants, mais qui s'estiment sous-payés, ce qui n'est pas forcément faux. Est-ce qu'il faut réduire le nombre d'enseignants alors qu'on entend les syndicats d'enseignants disant qu'on n'est pas assez nombreux ? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je siège au CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, et on constate systématiquement des réductions de postes en nous disant, voilà, on est en train d'avoir une démographie en chute, et donc, étant donné que le nombre d'élèves sera plus faible, nous réduisons le nombre de postes. Moi, ce que je note de manière globale, c'est qu'on se contente d'utiliser une calculatrice en disant il y aura tant d'enfants, on mettra tant de profs, et donc on ferme des écoles.
je ne suis pas persuadé que ce soit la méthode la plus pertinente quand on est un gouvernant. Il faut se demander pourquoi le territoire perd en démographie et pourquoi on n'attire pas de nouveaux habitants. Ce n'est pas une fatalité. On a le sud-ouest en France où il y a de l'emploi, où il y a l'entreprise Airbus, où il y a tous les sous-traitants d'Airbus qui créent des emplois. Et donc, le sud-ouest gagne des habitants pendant que tout le reste du pays en perd. Et donc, à un moment donné, il faut avoir une politique économique qui permet de générer des filières économiques qui créent des emplois, qui donnent envie à des habitants de venir. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de pointer l'absence de politique industrielle et de politique du plan en France là ? Moi, je considère que le Premier ministre actuel, qui était le haut commissaire au plan et qui devait nous donner une stratégie pour redresser le pays, n'a pas produit grand-chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, j'attendais que le haut commissaire au plan, qui devient Premier ministre, ait un plan efficace pour faire redémarrer, par exemple, l'industrie dans le pays. Aujourd'hui, je ne vois pas grand-chose sur le sujet. Revenons au niveau local. Vous m'expliquez que vos marges de manœuvre se sont réduites au fil des années. Mais je vais vous dire, est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute aussi en développant l'intercommunalité ? Est-ce que l'intercommunalité, qui est vécue souvent comme lointaine, dévitalisant les communes, est-ce que c'est pas justement la limite ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir du côté de l'intercommunalité là ? Tout est à revoir en matière de compétences dans les collectivités territoriales. Parce qu'il y a des compétences obligatoires et optionnelles, là c'est très variable d'une interco à l'autre. Oui, tout à fait, mais parce qu'en fait on a des territoires qui sont très variables les uns des autres et les intérêts locaux ne sont pas les mêmes, qu'on soit en montagne, qu'on soit dans une vallée, qu'on soit en bord de mer et qu'on soit sujet aux inondations. Et donc en fait on doit pouvoir adapter les compétences en fonction de la particularité du territoire. Et donc, alors vous dites, est-ce que c'est pas de votre faute ? Non, je me considère pas coupable en la matière. Vous le dites très bien. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 50 ans que le pays vote des budgets en déficit. Hein. Donc, du coup, les compétences doivent être exercées au plus proche de la population. Et vous parliez de Nouvelle Énergie tout à l'heure et de David Lisnard. Ce que David Lisnard dénonce en tant que président des maires, c'est que l'impuissance publique se soit installée. Si nos concitoyens aujourd'hui sont en colère contre leur personnel politique, c'est parce qu'ils considèrent que ces personnels politiques peuvent faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas été efficaces ou qu'ils n'ont rien fait. Et donc aujourd'hui, on doit avoir un exercice des compétences au plus près des habitants et on doit avoir un exercice des compétences qui permet de faire avancer concrètement les territoires et les services au service des habitants. Et ça passe par de la création d'emplois, ça passe par la réponse à une préoccupation. Par exemple, je vais vous parler des mutuelles municipales. Au moment où on a eu la crise de l'inflation, et au moment où les mutuelles ont explosé du point de vue de leurs tarifs, j'ai plusieurs Varangévillois qui sont venus me voir dans mon bureau pour me dire « Monsieur le maire, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, nos mutuelles nous coûtent trop cher ». Et donc, ça ne relève pas de la compétence municipale, mais par contre, je me suis dit... Donc, ça fait partie des communes qui avaient créé une mutuelle municipale. Et donc, on a mis en place une mutuelle municipale, donc on a consulté plusieurs mutualistes, et on a déterminé celui qui répondait le mieux au cahier des charges qui était le nôtre, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas seulement proposer un tarif attractif, mais on voulait une couverture médicale correcte. Parce que c'est facile de proposer une mutuelle qui ne coûte pas cher, mais par contre, il ne faut pas rogner sur la couverture médicale. Et donc, en tant que maire, j'ai mis en place ça parce que mes habitants me le demandaient. Et combien d'habitants ont souscrit à votre mutuelle ? Aujourd'hui, on est aux alentours de 100-150 habitants qui ont souscrit. Et donc, c'est un foyer à chaque fois qui économise plusieurs dizaines d'euros. Certains ont économisé 80 € par mois. Certains couples ont économisé jusqu'à 80 € par mois avec une couverture médicale équivalente. Voilà. Donc là, vous évoquiez justement les remontées de vos administrés. Qu'est-ce qui vous fait remonter de la colère, des revendications de vie quotidienne ? Qu'est-ce qui remonte surtout auprès des maires ? Ce qui remonte surtout auprès des maires, c'est qu'ils ont besoin de proximité et d'écoute. Et ils ont l'impression, dans la cacophonie nationale actuelle, que plus personne ne s'écoute, que les responsables politiques ne s'écoutent même plus entre eux, et donc que dans ce combat politique traditionnel et ces invectives permanentes, on n'écoute même plus les électeurs. Et c'est pour ça
que les gens se tournent plutôt vers l'abstention parce qu'ils se désintéressent de cette bataille de chiffonnier. Est-ce qu'on ne vit pas une sorte de paradoxe? Vous m'expliquez, vos marges de manœuvre étaient plutôt réduites, vous avez moins les moyens de mener une action politique, mais en même temps, la fonction de maire, le maire, reste un personnage quand même, une personnalité appréciée, quand on voit les sondages, appréciée des citoyens. Bah oui, parce qu'en fait, on représente l'État dans notre commune. Et en fait, lorsque j'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau et qui me parle de quelque chose qui relève de la compétence du département, bon, ça tombe bien, je suis conseiller départemental. Mais si on parle de quelque chose qui est de la compétence de la région ou de la compétence de l'EPTB Meurthe-Mâdon qui gère la lutte contre les inondations ou qui relève simplement de la compétence de l'État ou de la communauté de communes, je ne dis pas à mon administré écoutez, allez voir la communauté de communes, allez voir l'État, allez voir le conseiller régional. Je suis le représentant de l'État dans ma commune et donc je dois aller chercher la réponse aux questions de mon administré. Ce n'est pas à l'administré d'aller courir de guichet en guichet pour essayer de trouver une réponse. Et pourtant, globalement, est-ce que vous comprenez qu'une immense majorité des Français, on parle même de 80%, rejettent la politique et les politiques? Et question subsidiaire, en toute logique, là, comment remonter la pente? Comment remonter la pente Vous avez déjà un peu répondu, mais est-ce que vous comprenez ce rejet massif là, qu'on n'a jamais vu, aussi massif là, de la politique? Mais bien sûr, bien sûr. Si vous étiez dans une entreprise qui vote, qui pratique le déficit permanent pendant 50 ans, est-ce que vous pensez que cette entreprise tiendrait la route très longtemps? Je ne pense pas. Et en fait, les électeurs aujourd'hui considèrent qu'on a un État en faillite, qui vote des budgets en déséquilibre depuis 50 ans, qui a bientôt 3 400 milliards d'euros de dette. C'est normal que les gens soient en colère, parce qu'aujourd'hui, on leur fait payer de plus en plus d'impôts pour de moins en moins de services. Et donc, ces gens qui se désintéressent de la politique se désintéressent d'une certaine manière de faire de la politique. Et pourtant, vous dites un État en faillite, c'est l'expression de François Fillon il y a fort longtemps maintenant. L'État continue d'emprunter tous les jours, plusieurs milliards par mois, à des taux tout à fait qui restent intéressants. La signature de la France reste crédible. Pour l'instant. Et donc, pour moi, comment répondre à cette colère et ce désintérêt pour la politique? C'est faire ce que les maires font. Quand vous voyez la cote de confiance des maires, au moment où j'ai été élu, elle était aux alentours de 61, 62, 63%. Aujourd'hui, on est à près de 70%. Parce qu'à chaque fois que l'État était face à quelque chose qu'il ne réussissait pas à gérer, qui est-ce qu'on venait chercher? C'était le maire. Parce que le maire fait de la réelle politique. Il ne se demande pas si vous êtes de gauche ou de droite. Vous avez une problématique, il la règle. Et donc, le comportement d'un maire doit être celui aussi, le comportement d'un conseiller départemental, d'un conseiller régional et d'un parlementaire. Et donc, en fait, moi, ce que je considère, c'est que lorsqu'on a mis les maires à la porte du département avec la loi sur le non-cumul, mérite peut-être d'être reconsidéré avec certaines limites, évidemment, pour rendre les choses acceptables. Mais les maires, quand ils ont un budget à voter dans leur commune, ils savent quel impact a la loi qui est votée au Parlement. Et donc, pour moi, un maire devrait pouvoir revenir au département, Christophe Arvarin, au Parlement. Vous êtes aussi, justement, vous disiez, conseiller départemental et depuis l'an dernier, président du groupe d'opposition. 16 élus sur 46, et non pas 44, comme je l'avais dit par erreur. Comment ça se passe là au département? Est-ce que vous vous sentez respecté, écouté par l'exécutif? Quel est votre regard? Lorsque j'ai pris la tête du groupe, c'était... Et vous avez succédé à votre voisin de commune, Luc Bassinger. Tout à fait. J'ai pris la suite de Luc Bassinger, qui lui-même avait pris la suite de Michel Marchal. Et donc, ça s'est passé de manière très correcte et très sereine. Et je respecte mes deux prédécesseurs, puisqu'ils ont initié un certain nombre de choses. Et donc, lorsque je suis devenu président de l'Union de la droite et du centre, c'était en pleine période où justement le gouvernement demandait des sacrifices aux collectivités territoriales et où la majorité départementale avait annoncé à tout le territoire que la situation budgétaire allait être très compliquée, qu'on allait devoir revenir sur un certain nombre de politiques traditionnelles du conseil départemental. À ce moment-là, on nous a presque
interdit le débat et il a fallu que j'utilise un petit peu plus de détermination et de force pour faire entendre la voix de mon groupe parce qu'on a essayé de nous enfermer dans une méthode qui nous empêchait de parler, en gros. Et donc, à un moment donné, on nous a demandé de prendre position sur une motion qui dénonçait les choix du gouvernement, qui avait été diffusée à tout le territoire sans que nous, élus départementaux, soyons informés du contenu de cette motion. Et donc, on a appris le contenu de cette motion en dehors de l'Assemblée départementale. Et on nous a demandé de voter cette motion sans débat. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, maintenant, ça suffit. On est dans une assemblée qui s'appelle la salle dans une salle qui s'appelle la salle des délibérations. On est là pour délibérer, on est là pour débattre. Et donc, laissez-nous débattre. Voilà. Et puis, au moment du budget, on a essayé de nous enfermer dans les processus des questions d'actualité, où en fait, on nous demande d'envoyer des questions une semaine à l'avance, et la majorité départementale nous répond. Mais ça, c'est une pratique ancienne, ça, quelle que soit la majorité départementale de l'exécutif. Et la majorité départementale se pose à elle-même des questions pour se donner des tribunes, et donc les membres de la majorité se passent les plats de lentilles. Mais dans d'autres collectivités, il y a quand même un droit de réponse. Quand on attaque quelqu'un personnellement dans une question d'actualité ou dans une réponse à une question d'actualité, dans d'autres collectivités, il y a un droit de réponse. Ça n'existe pas au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et j'ai dénoncé à plusieurs reprises que cette majorité départementale utilisait ce théâtre des questions d'actualité pour en quelque sorte empêcher l'opposition de répondre quand la presse est présente pour ces questions d'actualité. Et donc, le seul moment où on a la possibilité de répondre après ces questions d'actualité à ces attaques, c'est le mercredi suivant. Généralement, ça se passe le lundi. Et donc, les articles dans la presse sont déjà parus. Et donc, l'opposition est malmenée avec ce dispositif. L'exécutif, de son côté, quand on en entend un certain nombre d'élus, vous reproche de surfer sur les choses, de refuser les débats de fond, bref, de ne pas travailler, de vous contenter de s'opposer, comme disait Mitterrand. Dans l'opposition, on s'oppose, point. Comment vous recevez ces griefs ? Bon, tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui travaille, et moi je considère que ce qu'ils nous reprochent aujourd'hui peut peut-être s'appliquer à cette majorité. Quand on voit les choix très maladroits qui ont été faits à Noël sur l'APA, où on a voulu retirer 500 000 euros, enfin faire une économie de 500 000 euros sur le dos des personnes seniors en situation de dépendance, en retirant la télé... compétence optionnelle, là. Qui est une compétence optionnelle, mais bon, le conseil départemental le faisait. Et donc, la téléassistance et le portage de repas ont été annoncés pendant les fêtes, juste avant le 1er janvier, comme étant terminés. Mais il y a eu un rétropédalage, là. Oui, un rétropédalage cafouillage, quand même, puisque c'est un courrier de la première vice-présidente qui a été adressé à tous les bénéficiaires, 2900 bénéficiaires, auxquels on disait dans ce courrier, c'est terminé, le département ne prendra plus en charge. Le courrier était clair. Et donc, lorsque la polémique a gonflé après les vœux, la majorité départementale a fait un rétropédalage. Encore ce fameux problème de démocratie. Nous, conseillers départementaux, avons été informés pendant les cérémonies de vœux par les associations de bénéficiaires de l'APA qui nous disaient « mais pourquoi vous avez voté ça ?» Sauf que ça n'a pas été voté. C'est une décision de la présidente du conseil départemental et de sa vice-présidente qui ont été prises et qui ont été adressées à ces 2900 bénéficiaires sans que les élus départementaux de l'opposition soient informés, mais même des membres de la majorité n'étaient pas au courant. Et donc derrière, il y a eu ce rétropédalage, et donc aujourd'hui, la moitié, les 2/3 de ces bénéficiaires seront touchés par cette suppression. Donc il y a d'autres dispositifs qui vont être mis en place pour les accompagner. Et donc on s'est rendu compte que pour 1/3 d'entre eux, il fallait le maintenir parce que c'était une question sociale, une question de budget de ces personnes-là qui auraient dû renoncer à ces aides si elles n'étaient plus accompagnées par le département. Parmi les sujets délicats là, qui sont sur la table du conseil départemental, il y a le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été publié en février dernier sur la manière dont le conseil départemental exerçait
de 2018 jusqu'à aujourd'hui, je crois, ou quasiment, sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance, qui est un sujet brûlant aujourd'hui. Les magistrats, je résume, vous allez dire si j'ai bien résumé, saluent la politique volontariste qui est conduite, mais font des rappels à la loi et demandent un peu plus de lisibilité. Vous partagez leur analyse ? Je partage leur analyse et en fait c'est ce que mon groupe de l'Union de la droite et du centre d'opposition disait depuis un certain temps. Les politiques départementales manquaient de lisibilité, manquaient de retour sur expérience et d'analyse de ces politiques publiques. Et donc nous on fait partie de ceux qui pensent que lorsqu'on fait un retour d'analyse sur une politique publique, on a la possibilité d'ajuster et d'améliorer cette politique publique. Et c'est notre travail, nous, à l'Union de la droite et du centre. On n'est pas là pour s'opposer, on est là pour essayer d'améliorer les politiques publiques. Et donc, par exemple, quelque chose qui était dénoncé dans ce rapport, c'était l'hébergement de certains de ces mineurs à l'hôtel, qui était interdit par la loi, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de les héberger ailleurs. Et donc, le conseil départemental a définitivement arrêté d'accueillir ces mineurs à l'hôtel et s'est mis en conformité avec la loi. Et c'est un des rappels à la loi qui a fait l'objet de ce rapport. Ouais. Mais la lisibilité et aussi la précision de l'utilisation des moyens a été dénoncée par ce rapport. Et donc, c'est des rappels. Et en fait, lorsque ce sont des magistrats qui le disent, c'est difficilement plus contestable que lorsque c'est l'opposition qui le dit. Et donc, nous saluons ce rapport. Et nous souhaitons que les politiques publiques soient déployées dans la droite lignée de ce rapport. La loi de 2022 fait obligation aux départements d'accompagner les jeunes majeurs jusqu'à l'âge de 21 ans. La Meurthe-et-Moselle fait plus puisque ça va jusqu'à 25 ans. Est-ce que ce n'est pas louable quand même d'accompagner le plus longtemps possible un public fragile, en particulier les mineurs non accompagnés, plutôt que de couper... si j'ose dire, couper les vivres à 18 ans là. Alors, vous parlez des mineurs non accompagnés, donc qui ne font pas l'objet immédiatement de ces contrats jeunes majeurs. Les mineurs non accompagnés, comme leur nom l'indique, c'est avant 18 ans. Et ensuite, les contrats jeunes majeurs sont la poursuite de ces mineurs non accompagnés. Nous, ce que nous pensons sur ce sujet, c'est que les mineurs non accompagnés sont les anciens mineurs étrangers isolés, donc des jeunes qui proviennent d'autres parties du monde, qui arrivent sur notre territoire. Et en fait, auparavant, c'était l'État qui assumait cette compétence, parce que c'est en lien avec l'immigration, avec les leviers de contrôle des flux de l'immigration, et donc c'est l'État qui gérait. Sous François Hollande, il y a une loi qui a été votée, qui a transféré cette compétence aux conseils départementaux. Et donc, on était passé de 0 € en la matière, dans les budgets départementaux, à aujourd'hui 16 millions d'euros. Et donc, ce que nous disons, déjà, c'est que cette compétence qui a été transférée par l'État aux conseils départementaux, à l'heure où l'État demande des efforts aux conseils départementaux, reviennent au niveau de l'État. Parce qu'on ne peut pas nous dire « revenez sur des politiques départementales, mais assumez les compétences dont on ne veut plus ». Est-ce qu'il ne faut pas plus globalement revoir l'ensemble de la politique de protection de l'enfance qui relève des départements ? C'est l'ASE qui est fortement critiquée, où il y a eu un certain nombre de scandales qui sont dénoncés encore ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a franchement un département irréprochable dans la matière ? Alors, la perfection n'existe pas. Donc, aucun département n'est parfait. Néanmoins, l'aide sociale à l'enfance est un sujet trop important pour en faire un objet de polémique. Et donc, ce que nous devons faire déjà, c'est être conscients, et c'est présent dans les rapports du Conseil départemental aujourd'hui, où on nous dit que dans les années à venir, le budget de l'aide sociale à l'enfance va être en difficulté. Parce que face au désengagement d'une partie de la population et d'une partie des parents, on a une augmentation de l'accueil des jeunes en difficulté par les dispositifs d'aide sociale à l'enfance. Et donc, à l'horizon de quelques années, nous allons avoir du mal à boucler les budgets ou nous allons devoir les augmenter. Et donc, nous devons absolument nous concentrer sur ce que les départements doivent et savent faire, et ce qui relève de l'État doit remonter au niveau de l'État. Nous devons absolument assurer les politiques d'aide sociale à l'enfance, parce que c'est un des rôles principaux du conseil départemental, et aider cette jeunesse en difficulté, c'est peut-être permettre à ces jeunes en difficulté de devenir des citoyens qui auront les mêmes chances que les autres dans l'avenir.
On va continuer à parler élections après la pause musicale que vous avez choisie. Vous avez choisi Merci pour ça de Vianney. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Christopher Varin, maire de Varangéville, président du groupe d'opposition au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. On va continuer bien sûr à parler élections et politique, plutôt politique nationale. Mais je vais quand même demander à Christopher Varin, là, j'ai dit que vous êtes une jeune pousse de la politique, on dit que vous avez de l'ambition, ce qui n'est pas forcément illégitime. Après les municipales, les départementales, vous pensez à quoi? Aux régionales, aux législatives, aux sénatoriales le matin, vous rasant Non, je pense déjà... franchement, là. Non, très franchement, moi je pense déjà à assumer les missions qui sont les miennes aujourd'hui. Et être en situation d'être à la hauteur de ceux qui m'ont fait confiance. Et donc, tous ceux qui disent je vois mon avenir en tant que député, en tant que sénateur, en tant que ministre, en tant que président de la République, oublient une chose. C'est qu'il faut d'abord être légitime pour espérer ce genre de choses. Et donc, ce que j'envisage, moi, c'est construire ma légitimité et réussir les missions qui sont les miennes aujourd'hui. Step by step. Absolument. Mais vous dites pas non après. Si on vous dit, tiens, tu veux pas te présenter sur la liste sénatoriale ou si je considère que je suis légitime, pourquoi pas. Ouais. L'obsession française, vous venez de le dire, c'est la présidentielle. Sans la présidentielle, pas de vie politique. Rien ne va plus se passer pendant 2 ans, qu'on peut le dire, à moins qu'il y ait une dissolution avant. Vous croyez? Comment est-ce que vous pensez que Bayrou peut tenir ou Bayrou va tomber sur Betaram, par exemple? Moi, je considère déjà que la première dissolution a été une erreur. On ne fait pas de dissolution lors d'un scrutin européen. Oui, mais là, en disant ça, vous ne prenez pas trop de risques. Hein. Je ne rencontre pas un politique qui défende la dissolution aujourd'hui. Là, donc je considère qu'une dissolution aujourd'hui serait encore pire. Parce qu'on a un gouvernement qui vient de faire adopter un budget de consensus et on doit absolument proposer de la stabilité à nos concitoyens. Et une nouvelle dissolution aujourd'hui provoquerait à nouveau des batailles de bout de chandelle pour obtenir des majorités, parce que je ne suis pas persuadé que la division d'il y a 1 an soit solutionnée aujourd'hui. Et donc, pour moi, il faut proposer de la sérénité et essayer de faire en sorte que ce gouvernement écoute chacun. En clair, il ne peut pas y avoir de dissolution. Le président de la République ne peut pas prononcer une prochaine dissolution avant le 7 juillet. Puisqu'il faut qu'il y ait 1 an minimum entre 2 dissolutions. Donc on est au moins tranquille jusqu'au 7 juillet, ce qui veut dire qu'on votera au mois de septembre au cas où. Mais est-ce que le Premier ministre peut résister ou tomber à cause, je reprends, de l'affaire Betaram, l'affaire des violences physiques et sexuelles dénoncées et qui font l'objet de plaintes et d'instructions? Comment vous sentez les choses? Est-ce que vous êtes étonné? Parce que ça concerne aussi des établissements en Lorraine. Hein. Il y a un établissement privé à Lunéville, un autre établissement privé dans l'agglomération de Nancy. Et est-ce que vous êtes étonné par ces affaires aujourd'hui? Moi, je suis étonné que des personnes qui auraient pu être informées de ces faits n'aient pas réagi avant. Vous pensez que François Bayrou est informé Je ne sais pas. Je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce dossier et de la réalité des choses. Néanmoins, c'est ce que je vous dis. Quand on est au courant de ce genre de choses, on ne laisse pas traîner. Ou si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation politique la question que vous me posez, c'est est-ce que le gouvernement peut tomber à cause de Betaram? Moi, je dirais plutôt, est-ce que le gouvernement peut tenir tout court? Parce que les sujets qui peuvent faire tomber le gouvernement sont nombreux aujourd'hui. Et on l'a vu, hein, les socialistes menacent aujourd'hui de la motion de censure. La France Insoumise, ils censurent à tous les textes. Et le Rassemblement National dit pourquoi pas censurer pour peut-être mettre un certain voile sur la décision de justice qui a frappé Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement Bayrou est lisible Qui est lisible aujourd'hui dans la classe politique nationale? Lorsqu'on voit l'Assemblée nationale aujourd'hui où les gens se hurlent dessus et ne s'écoutent plus, personne n'est lisible. Et donc, si le gouvernement n'est pas lisible, j'ai envie de vous demander, est-ce que la France Insoumise est lisible? Est-ce que les socialistes sont lisibles? Si je vous posais la question sur la lisibilité, c'est parce que je voulais connaître votre positionnement exact. Et là, vous avez dit que vous soutenez Bruno Retailleau, donc est-ce que
peut dire que vous soutenez le gouvernement Bayrou, de fait? Moi, je soutiens ma famille politique. J'aime beaucoup Bruno Retailleau, j'aime beaucoup Laurent Wauquiez, qui est venu récemment à Lunéville. Et donc, moi, je suis clair sur mes valeurs. Et lorsqu'on voit les non-décisions de ce gouvernement, je ne peux pas partager totalement ce que ce gouvernement porte ou ne porte pas, justement. Mais il n'y a pas de différence entre Retailleau et Wauquiez. Il n'y a pas parfois aussi un copier-coller, qu'on dit avec le Rassemblement national, parfois certaines... Non, on ne copie-colle pas ce que le Rassemblement national porte. Moi, je suis dans une famille politique qui est la famille politique fondatrice de la Ve République. Une famille politique qui porte des valeurs et qui, pendant longtemps, s'est un peu éloignée du portage de ces valeurs et de son corpus idéologique parce qu'elle n'était pas au gouvernement, parce que c'est une famille de gouvernement qui est restée dans l'opposition depuis 12 ans et on va se le dire, depuis 2012, pardon, et on va se le dire, on n'est pas bon dans l'opposition. Nous n'avons pas une culture de l'opposition quand on est de droite. Et donc, le fait que Bruno Retailleau soit ministre de l'Intérieur aujourd'hui montre ce qu'un LR peut faire ou peut porter comme idée au sein d'un gouvernement. Mais le problème, c'est que ce gouvernement, aujourd'hui, ne lui laisse peut-être pas la marge de manœuvre qu'il aurait dans un gouvernement LR. Mais est-ce que Bruno Retailleau ne va pas au-delà de ses missions? Je vais prendre 2 exemples. Son commentaire où tout le monde est très prudent sur ce qu'on va appeler la tuerie à Nantes, où un lycéen a tué une lycéenne dans un lycée privé à Nantes et blessé plusieurs autres, dont un qui est entre la vie et la mort. Tout le monde était assez prudent dans les minutes, dans les discours, j'ai entendu, enfin les interventions, sauf Bruno Retailleau qui a dit que c'était le fruit du laxisme, de la perte de valeur. Même Retailleau qui estime que l'état de droit n'est pas sacré, qui estime qu'il faut quasiment conduire une guerre avec l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est plutôt des propos de campagne pour la présidence de LR que des propos de ministre? Moi, je pense que sur le sujet de Nantes, il faut déjà être très prudent parce que le profil de la personne qui s'est rendue coupable de ce genre de choses est très, très difficile à cerner. D'ailleurs, je crois qu'il est aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique et qu'il n'est pas en mesure de répondre aux questions des enquêteurs. Donc, tout à fait. Il est urgent aujourd'hui d'attendre ça. Ensuite, sur la sécurité dans les établissements scolaires, j'écoutais ce matin une représentante d'un syndicat de la police nationale qui disait que le risque zéro n'existe pas. Comment voulez-vous interdire à des armes d'entrer dans les établissements scolaires alors qu'on n'est même pas capable de les empêcher d'entrer dans les prisons aujourd'hui? On pourra mettre des portiques aux entrées des établissements, ça ne réglera pas le problème. Parce que, par exemple, il y a des établissements qui ont plusieurs milliers de mètres de clôture à sécuriser. Et derrière, il y a aussi le problème des couteaux en céramique. Donc en fait, sortir un arsenal qui transforme nos établissements scolaires en forteresses, je ne pense pas que ce soit la seule et unique solution. Il y a plein d'autres outils à mettre en œuvre pour que notre société soit moins violente. Sur la politique Bayrou, est-ce qu'il faut, par exemple, taxer davantage les retraités, supprimer les 10% d'abattement qui avaient été mis en place sous Giscard d'Estaing en 1978, comme le demande le MEDEF, là, par exemple? Dans un pays comme la France, proposer de taxer plus une catégorie de la population, c'est déjà une hérésie. Parce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire tellement prohibitif en France qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat à tous les niveaux, que ce soit les retraités, la population active ou les jeunes. Et donc, aujourd'hui, tous ceux que j'entends parler d'augmentation d'impôts sont en fait victimes d'un aveu de faiblesse. Parce que la suppression de l'abattement reviendrait à une augmentation d'impôts, oui, de fait. Tout à fait. Et donc, pour moi, le gouvernement devrait s'atteler à 2 choses. C'est d'abord la réduction de la dépense publique sur les 93% qui ne correspondent pas à la dette des collectivités territoriales et remettre en place une politique industrielle crédible en France qui donne des emplois et qui génère des richesses pour rééquilibrer notre balance commerciale. Et donc, à un moment donné,
quand on demande aux citoyens de contribuer plus, alors qu'on ne met pas en place ces choses-là, c'est un aveu de lâcheté. Et donc, le gouvernement devrait d'abord recréer de la richesse et réduire ses dépenses avant même de sacrifier encore le pouvoir d'achat des Français. L'AMF, l'association donc, des maires de France, avait boycotté la conférence budgétaire la semaine dernière, là, de François Bayrou. Est-ce que vous envisagez une fronde des maires à l'automne? Est-ce que vous sentez une colère qui monte là, Les maires n'ont pas l'habitude de se mettre en colère, d'être frondeurs et d'être dans la manifestation. Nous administrons des territoires. Mais à un moment donné, lorsque on nous empêche d'administrer ces territoires en réduisant encore plus nos marges de manœuvre alors qu'elles sont très faibles, ce sont nos habitants qui sont en colère. Et donc, nous avons le devoir de porter la colère des territoires devant le gouvernement et de dire, bon, écoutez, mesdames, messieurs, vous ne pouvez plus utiliser ce levier parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en train de ronger la chair, vous êtes en train de vous attaquer à l'os. Voilà. Bruno Retailleau là, ferait un bon candidat à l'élection présidentielle là. Moi, je pense déjà qu'il faut laisser l'expression des militants des Républicains qui vont choisir le candidat, le président de leur famille politique, parce qu'avant de penser à la présidentielle, il faut d'abord restructurer cette famille politique. Est-ce que vous soutenez actuellement David Lisnard hein? Moi, je soutiens David Lisnard, qui est président de Nouvelle Énergie et qui emprunte le chemin qui me semble le plus pertinent. Et quand pour on un regarde les candidat sondages, il a quand même moins de chances que Bruno Retailleau. Il a moins de chances que Bruno Retailleau dans les sondages, mais vous savez ce qu'on dit des sondages, et en plus on est encore très loin de l'élection présidentielle. Mais moi je soutiendrai le candidat de ma famille politique qui portera mes valeurs, et je considère que nous devrons tous faire bloc derrière le candidat de notre famille politique, parce que c'est pas juste une question d'ego ou de personne. C'est-à-dire qu'on peut pas envisager un jour ou l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats dans toutes les sensibilités, à droite, à gauche, on est un peu façon Pulse aujourd'hui, que vous soyez amené à soutenir par exemple Édouard Philippe. Pour le moment, la question ne se pose pas. Puisque aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes à droite. Vous parlez de David Lisnard, vous parlez de Bruno Retailleau, vous parlez de Laurent Wauquiez, vous parlez d'Édouard Philippe, qui, selon moi, s'est déclaré beaucoup trop tôt candidat à l'élection présidentielle. Et donc, pour moi, toutes ces personnes qui sont représentantes de l'union de la droite et du centre devraient se parler et trouver une stratégie commune. J'en ai assez de voir des égos s'exprimer, et ce que j'aime chez David Lisnard, c'est qu'il parle d'abord des idées, des propositions et du programme, et j'adore une phrase qui sort de sa bouche régulièrement qui dit « Moi je soutiendrai celui qui sera le meilleur pour porter ce programme ». J'avais une petite question surprise là, en fin d'émission, avant de passer au dernier morceau de musique. Emmanuel Macron a décidé de ne pas retirer sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Vous pensez que c'est une sage décision Ah, la question piège. Non, elle n'est pas piège. Je préciserai simplement que le général Lecointre, le grand chancelier de la Légion d'honneur, ne s'imagine pas que la loi ne s'applique pas. Moi, je considère déjà que l'actualité médiatico-politique judiciaire demande à prendre de la hauteur sur ces différents sujets. On a eu... Il y a déjà une condamnation définitive, hein, même si elle est soumise à la Cour européenne des droits de l'homme. Là. On a eu la condamnation de Marine Le Pen, où tout le monde a levé les bras au ciel en disant « gouvernement des juges, c'est inacceptable, il faut absolument que la Cour d'appel se réunisse le plus vite possible ». Calmons-nous, reprenons un petit peu pied. Et nous sommes face à des gens qui ont à répondre devant la justice, et les juges... Pour Le Pen, la justice a fait son travail ? La justice a fait son travail. Et pour Sarkozy, alors, là, quelle est votre La réponse ? justice fait son travail aussi, et il est encore en train de se défendre sur un certain nombre de sujets. Et donc moi, je ne prendrai pas position sur le sujet, je ne critiquerai pas la justice. Lorsqu'on fait de la politique, on est injusticiable comme les autres, qu'on ait été président de la République, qu'on soit potentiellement candidat à une élection présidentielle ou qu'on soit parlementaire. Nous devons répondre à la justice quand elle nous demande de rendre des comptes. Christopher Varin, ce sera le mot de la fin.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous terminons avec une chanson de Gainsbourg. Merci beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org